Madame, monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette édition de Politiquement Incorrect. La convocation de l'ambassadeur américain cette semaine au MINREX nous servira de prétexte pour questionner les relations diplomatiques entre les États. Les fonctions de la diplomatie et surtout comment éviter de franchir la ligne rouge, celle qui a été franchie visiblement cette semaine par Paul-Henri Butlering. Le diplomate américain s'est vu remonter les bretelles par le jeune Mbela Mbela. Le ministre des Relations extérieures du Cameroun n'y est pas allé du dos de la cuillère pour exprimer la colère du gouvernement après la publication d'un communiqué du plénipotentiaire américain dont la teneur posait la problématique de l'alternance politique dans notre pays. En deuxième thématique, nous parlerons de cette approche de la décentralisation expérimentée depuis peu par la communauté urbaine de Douala. Cette institution, dans sa volonté de traduire dans les faits le discours du président de la République, prenant l'intensification des rapports secteur public, secteur privé, a lancé, après visa de la Commission des marchés financiers, un appel public à l'épargne pour la constitution de la Société métropolitaine d'investissement de Douala. L'opération a d'ailleurs été prorogée il y a quelques jours et court jusqu'au 5 juillet prochain. Quelles sont les garanties d'une telle opération? Que prévoit le droit pour ce qui concerne la création des sociétés à économie mixte? Y a-t-il des cas d'école de ce nouveau paradigme de développement local? On en parlera dans cet amphithéâtre dominical ce dimanche. En troisième sujet, nous parlerons d'Abdoulaye Babalé, le directeur des élections, est sur des braises ardentes à l'approche des prochaines échéances électorales. Le Conseil électoral d'Election Cameroun, présidé par l'ancien gouverneur Eno Abraham Ekbe, réuni en session cette semaine, a adopté donc une résolution constatant la faute lourde du directeur des élections. Quel peut être l'impact d'une telle décision sur le processus électoral en cours? C'est la troisième dorsale de cette émission politiquement incorrecte ce dimanche. Le code de conduite reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Rappelons que cette émission de Politiquement Incorrect, comme tous les dimanches, admet l'interactivité. Vous pouvez donc participer aux trois thématiques inscrites à l'ordre du jour ce dimanche dans le cadre de cette émission sur les antennes de la télévision du Monde. On va commencer par décliner le profil des invités qui ont bien accepté notre invitation ce dimanche. Et je vais rapidement commencer par Maître Julius Achou Ngotabe, qui est avocat au barreau du Cameroun. Merci d'être venu ce dimanche. Merci. Bonjour. Bonjour, panélistes. Maître, j'ai presque envie de vous amener à commenter un sujet d'actualité. C'était hier, notamment dans le canton Bel. On parle notamment de la destruction de la stèle de Oumniobé, j'y arrive, en cours d'érection. Il y a eu pas mal de commentaires et de critiques sur cette approche-là. J'aimerais avoir votre lecture, justement, de cette scène qui a été visiblement critiquée. Oui, moi je pense que même si vous êtes chef d'un village, ce n'est pas vous de prendre un certain nombre d'autorités pour agir dans une certaine circonstance. Par exemple, pour notre vivre ensemble, le délégué du gouvernement a voulu faire quelque chose de bon, parce qu'il a fait ça de bonne foi, parce que Oumniobé était mati, et c'est un monsieur qui a agi beaucoup à Douala et a grandi à Komodo. Il a voulu faire un monument. Bon, c'est un chef, n'est-ce pas, de Douala ont pris ça mal et ils ont décidé de venir, n'est-ce pas, détruire, n'est-ce pas, le début de la construction de cet édifice, ce monument. Moi je pense que même si vous êtes chef de village, vous devez d'abord respecter, n'est-ce pas, les lois de la nature. Premièrement, il doit savoir que les rues appartiennent d'abord à l'État. Et lorsque les actes sont posés sur les rues, c'est l'État qui est concerné. Donc avant de venir faire quoi que ce soit, de prendre la loi entre vos mains, vous devez d'abord saisir les autorités si vous n'êtes pas content. Et je pense que par la voie normale, si l'État en fin de compte décide que vous avez raison, l'État va vous donner raison. Ce n'est pas à vous, n'est-ce pas, de décider vous-même d'obstruire ou de bloquer le développement, ou bien c'est que la personne compétente d'une ville veut poser comme acte. Et vous imaginez que tout le monde décide, n'est-ce pas, d'agir comme eux. On veut construire un pont sur le Voli,
les gens viennent bloquer, ou le bien vient détruire. On veut construire un aéroport, les gens viennent bloquer, ainsi de suite. Est-ce qu'une ville peut se développer? Vous savez, moi, je ne sais pas quelles sont, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles ce monument a été construit, mais en connaissant le délégué, c'est quelqu'un qui n'agit jamais dans l'illégalité. Et lorsque il a posé des actes, ces chefs devaient d'abord s'approcher de lui pour savoir à quoi s'appliquer. Et prendre des mesures légales, n'est-ce pas, pour arrêter s'ils ne veulent pas. Mais ce qu'ils ont fait, à mon avis, est très mauvais. Et c'est un très mauvais exemple pour le pays. Notre autre invité qui a bien accepté notre invitation ce dimanche, il s'agit d'Abel Eli Lobé. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai presque envie à chaud de vous questionner sur ce que certains ont qualifié de repli identitaire, de régionalisation de nos héros nationaux. Votre lecture de cette actualité? Merci de m'associer à vos travaux de la journée. Je dois regretter un acte de destruction ou d'opposition à travaux. Parce que le code pénal de notre pays condamne l'opposition à travaux lorsque les travaux sont commandés par une autorité publique. Mais en même temps, c'est très simpliste de présenter les choses comme cela. Parce que chaque fois que vous administrez les gens et les exigences de la gouvernance participative, qui est le fondement même de la gouvernance en milieu démocratique, commandent que certaines actions qui peuvent heurter les sensibilités fassent l'objet d'un soin particulier, et notamment de la consultation des gens qui vivent là, qui sont des autochtones, etc. Donc, ce que je vois dans cette affaire, ce n'est pas un conflit ethnique, comme quelques récupérateurs et personnes prédisposées à allumer les affrontements interethniques en ce moment où nous sommes dans une situation au Cameroun où chacun pense qu'il peut couper son petit morceau de Cameroun et faire sa petite république à lui. Ces gens de cette nature qui vont même jusqu'à considérer que les ethnies ont des prédispositions a priori, des choses comme ça, des ethnies de travailleurs, des ethnies de riches, les ethnies de dynamique, ce genre de considération. Ils font ce que nous appelons de l'ethnofascisme, qui est en train de s'aggraver au Cameroun en considérant que leurs ethnies sont supérieures aux autres. Ces gens-là, qui ont élu domicile principalement et ces derniers moments sur les réseaux sociaux, essayent de transformer un malentendu entre des autorités traditionnelles d'un canton et l'autorité administrative au sens de la collectivité territoriale décentralisée, qu'est en quelque sorte la communauté urbaine. Parce que bon, au sens de la loi, la communauté urbaine n'est pas une collectivité territoriale décentralisée, mais c'est ce que nous appelons une collectivité publique, comme la loi même le désigne. Donc c'est un malentendu, parce qu'il y a plusieurs délibérations du Conseil de la communauté urbaine qui ont d'abord commencé par demander la construction d'un monument pour Rudolf Douala Mangabé. Ouais. Puis il y a eu d'autres délibérations qui ont demandé la construction des monuments pour honorer d'autres martyrs, parmi lesquels tout récemment une délibération qui ordonne la construction d'un monument pour le père de l'indépendance du Cameroun, qu'est Ruben Unyombe. Aucun de ces monuments, ordonnés pourtant par la communauté urbaine, n'a pu voir le jour jusqu'à présent. Lorsqu'il advient que le délégué veut donc faire cela, il va forcément se heurter au problème de l'antériorité. On commence par qui? Le problème est celui du bon sens. Il n'est pas un problème ethnique. Quand vous lisez le message des Bels, ils ne disent pas qu'ils ne veulent pas la construction d'un héros ou bien de la construction d'un monument sur leur terre. Parce que ce que les gens ne savent pas, je ne sais pas si vous savez, ou maître Achou connaît la rue où se trouve la route
qui a été dédiée à Oumiobe. Vous connaissez où ça elle se trouve? Peut-être vous connaissez? Vous connaissez? Je suis sûr que si je prends 100 000 personnes, de tous ceux qui bavardent dans les réseaux sociaux, qui écrivent, qui insultent les communautés entières, je leur demande où se trouve la route, la voie publique de la ville de Douala, que le conseil de la communauté urbaine, conformément à la lettre circulaire que j'ai ici, qui définit les modalités d'attribution des noms aux routes. Si je leur demande où se trouve cette route, ils ne me diront pas. La route là se trouve là où commence ce monument-là, pour aller jusqu'à la Sonnelle, en passant devant les brasseries du Cameroun. C'est là que se trouve, c'est même pas une avenue, c'est une rue, si je ne me trompe pas, la rue Ruben Oumiobe, c'est là qu'elle se trouve. On peut donc comprendre que lorsque le délégué et son équipe ont voulu choisir, parce que cette route existe là avant l'avènement du délégué, ce sont ses prédécesseurs qui ont dédié à Oumiobe cette route. Et le canton Bel ne s'est jamais opposé à ça. Il a d'ailleurs accueilli ça, comme on fait l'adressage dans toutes les autres routes, et ça ne pose aucun problème. Maintenant, quand il faut construire, logiquement, je me mets à la place du délégué, il a cru, à juste titre, que le monument serait bien placé là où commence la route. Parce que cette route commence au confluent, c'est dans un carrefour. Elle continue jusqu'au marché. Bon, donc, vous voyez que le carrefour de la station-service, qui se trouve à l'ancienne cité des douanes, reste un confluent. Ils ont certainement réfléchi en disant, ça fait converger beaucoup de gens, donc ce monument à cet endroit-là est bien passé. Mais quand on veut faire quelque chose comme ça, l'esprit de la gouvernance participative commande qu'on consulte les élites locales qui ont autorité sur les communautés autochtones. Et elles existent, les communautés autochtones. Que cela plaise ou non à certaines personnes qui, arrivées à Douala, veulent qu'il n'y ait plus d'autochtones, mais sont autochtones chez elles, que cela leur plaise ou pas, les autochtones existent. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'était de consulter la communauté des Bels et leur faire voir, dans le cadre d'un dialogue apaisé, l'intérêt. Et forcément, dans cette consultation-là, l'idée d'honorer aussi, et comme la communauté urbaine avait déjà des délibérations en ce sens, d'honorer Rudolf Douala Mangabel et les autres, serait revenu en surface et on aurait géré dans une entente, la recherche d'un consensus, on aurait géré la question de l'antériorité. Parce que tous ces gens-là, comme disait Maître Rachou tout à l'heure, ce sont nos héros nationaux. Comme nous sommes tous d'accord qu'ils sont transnationaux, il faut déjà savoir que la première faute commence par l'action gouvernementale et sa politique de réhabilitation des héros. Aucun de ces héros n'a un monument à Yaoundé. Pourtant, c'est Yaoundé qui est le siège des institutions, l'incarnation même de notre souveraineté pour laquelle ces gens sont morts. Douala Manga est mort en 1914. Oum est mort en 1958, 44 ans après. Je peux comprendre que lorsqu'on vient édifier un monument à la gloire de Oum sur les terres des Bels, sans les avoir consultés au préalable, sans qu'ils se soient mis d'accord avec la communauté urbaine, qu'ils se disent, ou qu'il y ait des gens parmi la communauté des Bels pour se dire, mais comment on vient honorer Oum, qui est seulement mort en 1958, et on laisse Douala, qui est d'ici et qui est mort en 1914, pendu, tous les deux tués par les colons, tous les deux. Douala a été tué par les Allemands, pendu dans le canton Bel, tandis que Oum a été tué par les Français à Boungében en 58. Donc, nous devons les pleurer tous. Mais il faut que ceux qui gouvernent sachent gouverner avec droiture. Parce que dans une situation comme celle-là, et c'est le lieu de rappeler ce que le roi Salomon dit dans la Bible, dans Proverbe chapitre 14, verset 34, la justice est ce qui élève une nation. La justice est ce qui élève une nation. Il ne s'agit pas de la justice des tribunaux.
Il s'agit de la justice, de la bonne manière de faire les choses. On aurait donc compris que les Belges auraient fait revenir sur la table l'idée de la construction d'un monument. On aurait pu, par exemple, faire ce programme avec eux, sans pour autant que cela n'empêche la continuation des travaux de construction du monument de Oumyobé, qui participe à l'embellissement de la ville, qui participe à donner à la ville un caractère touristique, qui participe à l'éducation des enfants. Et tout cela ne peut pas être fait sous le prisme de ce que j'entends les gens dire, qui demandent qu'on aille détruire le monument de l'éclair. Il n'est ni dans la coutume des Belges, ni dans la coutume des Camerounais de détruire les monuments historiques qui rappellent les faits. Et je demande aux uns et aux autres de penser à ce qui aurait pu arriver à l'humanité si des supposés activistes nationalistes sénégalais avaient détruit l'île de Gorée sous le prétexte que ça symbolise la tragédie de l'histoire qu'est l'esclavage. Les monuments historiques ne sont pas faits pour nous plaire. Ils sont faits pour permettre qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. L'éclair, la mémoire collective. L'éclair est un personnage qui a existé. On n'a pas à le casser, on n'a pas à le détruire pour honorer Mangabel et Oumyobé. Ça fait partie de notre histoire. Chacun a son rôle dans notre histoire. Mais, Maître Ndoki, vous qui êtes finalement proche de ce dossier, j'ai presque envie de vous demander, y a-t-il eu consultation auprès du canton belge avant cette délibération visant à ériger un monument pour rendre hommage à Ruben Oumyobé? Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Je dois dire que les concertations entre la communauté urbaine et la famille royale belge existent. Et je ne vais pas revenir sur les propos de M. Limbilobé, qui étaient justes, mais sachant que, effectivement, cette stèle de Oumyobé est érigée dans la rue du même nom, qui existe depuis de nombreuses années, comme il a dit antérieurement à l'arrivée de l'actuel exécutif communautaire. De même, c'est en 2009 qu'une délibération a été prise pour qu'une stèle soit érigée en faveur de Rodolphe Douala Mangabel. Mais un problème s'est posé, il faut le dire. Cette délibération n'a pas été visée par la préfecture du Vouri parce qu'on n'a pas retrouvé un décret ou un document qui faisait de lui un héros national, ni même un extrait de discours. Alors que nous avons eu récemment un texte qui réhabilitait Oumyobé, Ouandié et les autres, en vertu duquel donc on peut, dans n'importe quelle ville, ériger des stèles, des monuments en leur nom et à leur gloire. Mais s'agissant de Rodolphe Douala Mangabel, le problème est là. La communauté urbaine, depuis 2009, s'était engagée à faire un certain nombre de choses, mais elle s'est heurtée parce que c'est l'administration. Lorsqu'une délibération est prise par la communauté urbaine de Douala, avant qu'elle ne soit mise en application, elle doit absolument être visée et approuvée par la tutelle. Et la tutelle a demandé le texte, n'est-ce pas, qui réhabilitait ou alors qui faisait de notre roi un héros national. Voilà la problématique. Donc cette discussion est en cours et l'actuel délégué du gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Il discute avec la famille royale belge. C'est pour ça qu'il est un tout petit peu surpris par les destructions qui existent, parce que la semaine qui commence, rendez-vous avait encore été pris par le roi belge pour pouvoir continuer cette discussion et trouver des solutions. Maintenant, les gens s'agitent dans les réseaux sociaux, les gens disent n'importe quoi, ce n'est pas un problème ethnique. Ça ne peut pas être un problème ethnique. Parce que les Douala sont chez eux à Douala, ils peuvent, comme les autres peuples, dans leur ville, dans leur village, avoir des revendications. Mais cette revendication doivent être ordonnées et doivent se faire dans un cadre tout à fait légal. Moi, je ne vois pas, et je sais que j'ai vu tout à l'heure parmi les chefs, un de mes confrères qui est chef de Bonapriso, qui connaît parfaitement la loi. Donc, ils savent exactement ce qui est. Bon, j'espère que la raison prendra le dessus, que les discussions vont continuer, mais
Le choix de cet espace, c'est parce que c'est dans la rue Oumniobé. On ne choisit pas par hasard. Vous avez vu lorsqu'on a trouvé il y avait déjà un boulevard Nelson Mandela. Lorsqu'il a fallu dénommer la place, cette place-là, c'était tout indiqué de l'appeler place Nelson Mandela. C'est pratiquement la même chose. Et je dois vous rappeler que ce n'est pas une décision de monsieur le délégué du gouvernement. Il y a une commission mise en place qui s'occupe de l'adressage des rues, qui est composée d'historiens et des populations des villes dans lesquelles ou des quartiers dans lesquels l'adressage se fait. Donc, ce n'est pas le délégué du gouvernement qui se lève un matin et qui décide. La preuve, c'est qu'il y a eu une délibération et cette délibération a été approuvée par la tutelle. Donc, on n'essaie pas de poser la communauté urbaine aux populations belles. La discussion qui s'est engagée va continuer et une solution sera trouvée. Mais je dois dire que chacun de nous est quand même tenu de respecter la loi. J'aimerais qu'on sorte de ce sujet rapidement en disant un mot. Comment éviter justement pareille récupération? Maître Achou, on parle quand même de nos héros nationaux et on a senti le prétexte justement de la scène d'hier et cette levée de boucliers observée notamment sur les réseaux sociaux. Comment on fait? Parce qu'on vient de célébrer la fête de l'unité et justement le vivre ensemble était l'un des éléments catalyseurs de cet événement-là. Comment on fait pour consolider de manière définitive cette unité-là au travers justement de telles scènes? On doit d'abord éviter d'agir dans l'illégalité. Même si la famille royale a raison, ce n'est pas une raison d'aller de prendre des pierres et autres pour aller dans un lieu public, casser les structures qui ont été construites avec nos impôts. Je ne suis pas d'accord avec la famille royale à cet effet. Nous avons des tribunaux administratifs, nous avons des sous-préfets, nous avons des préfets qui a la tutelle de la communauté. Ils devaient saisir les autorités compétentes en la matière pour ne pas instaurer l'anarchie. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est un très mauvais exemple qui sont suivis. Il ne faut pas blâmer la population lorsqu'on commence à penser de façon ethnique. Parce que c'est difficile lorsqu'ils posent des actes sans communiquer, sans saisir les autorités, sans parler aux gens. On peut interpréter ça à 1000 manières. Donc pour éviter ce genre des actes illégaux, parce que normalement, si c'est moi le délégué, je dois les poursuivre. C'est pas normal qu'ils viennent détruire, n'est-ce pas, les choses qui ont été construites par nos impôts. C'est pas normal. Il doit passer par l'autorité compétente en la matière. Si c'est moi le délégué, je vais le faire. Mais, tu sais, nous sommes au Cameroun et les choses se disent et se négocient. Il est question, n'est-ce pas, que dorénavant, comme le conseil Libé a dit, il faut qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut se concentrer sur notre avant de poser certaines actions en public. Mais je ne pense même pas que, comme je vous ai dit, en connaissant le délégué est un légaliste, il ne peut jamais agir dans l'illégalité. Très bien. Rapidement, en un mot, comment consolide-t-on l'unité nationale en évitant cette récupération? En respectant les textes, en respectant les textes, en respectant les lois, en respectant les règlements. Parce que le législateur, lorsqu'il fait ses lois, lui, il est fait pour consolider l'unité nationale. Mais ceux qui érigent en culture, en mode de vie, la transgression systématique des lois et règlements qui organisent notre vie en vivre ensemble, et le font au nom de certaines vertus. Les gens qui vont occuper les marécages partout, ils disent qu'ils sont dynamiques. Ils ne disent pas qu'ils sont désordonnés. Les gens qui occupent des terres qui ne leur appartiennent pas, ils ne disent pas qu'ils sont en train de faire du désordre. Ils disent qu'ils sont en train de voir ce que vous ne voyez pas. Ils voient des opportunités là où vous ne voyez pas. Ils transgressent pour autant la loi et le règlement. En matière d'adressage, il serait judicieux qu'on lise ce que les textes disent. Et ça, il n'y a pas un autre texte. Le texte date d'Aïdjou. Il date de 71. C'est la lettre circulaire. Le président de la République fédérale à messieurs les délégués de gouvernement auprès des communes de plein exercice de Yaoundé, Douala, Konsamba, les maires, objet, dénomination des artères et places des villes. Il dit, la cession du Cameroun à la souveraineté internationale et le grand essor de développement de nos communes
qui en est l'une des conséquences, impose désormais à nos municipalités l'obligation d'organiser nos cités selon les pratiques modernes, notamment en donnant aux artères et aux places des villes des noms à l'exemple des pays développés. Certains d'entre vous ayant déjà manifesté l'intention de procéder à cette dénomination, il m'a paru nécessaire, bien qu'il soit difficile d'établir dans cette matière une réglementation unique qui puisse s'appliquer à tous les cas, de vous donner certaines directives pour prévenir des risques d'anarchie. Et le président Ahidjo dit à cet égard, les noms, le choix des noms à donner doit obéir à 2 critères essentiels. Premièrement, service rendu. Je vais faire l'économie. Deuxièmement, souvenir historique. Puis il donne la procédure. Il dit, les délégués du gouvernement auprès des communes de plein exercice, qui sont des entités qui ont disparu, qui ont été remplacées par la nouvelle organisation, donc les collectivités territoriales décentralisées. Mais comme il parle de délégués du gouvernement, il parle donc ici des communautés urbaines. On peut comprendre que le texte qui est plus ancien que les communautés urbaines puisse s'appliquer aux communautés urbaines. Il dit, les délégués du gouvernement auprès des communes de plaisir et les maires doivent élaborer les projets de dénomination des places et artères de leur ville en collaboration avec des personnes choisies en raison de leurs compétences au sein ou en dehors du conseil municipal. Les propositions de dénomination accompagnées de l'ensemble des dossiers préparatoires devant permettre d'apprécier l'opportunité du choix du nom seront soumises à la sanction du chef de l'État. Donc ce n'est pas une affaire de préfet. Si moi je ne savais même pas qu'une telle délibération n'a pas été approuvée par le préfet au motif qu'il n'existe pas une loi qui fait de Rudolf Mangabel un héros. Alors qu'au moment où nous parlons, des rues de la ville portent des noms des gens qui sont autant anciens que Rudolf Mangabel. Peut-on nous faire croire qu'il a existé une loi qui a fait de King Akwa un héros national? Il faut que je précise. Donc, le préfet qui a fait cette objection-là a posé du tort au conseil de la communauté urbaine. Parce que le préfet est certes juge de la régularité, mais l'opportunité appartient toujours au conseil de la communauté urbaine. Et dans la matière, il n'y a pas une loi qui fait de King Akwa ou de Nelson Mandela ou des héros nationaux pour qu'on dise que, pour qu'on assujettisse l'attribution d'une place à Rudolf Mangabel à l'exécution d'une loi. Donc nous sommes en face des fautes administratives. Nous sommes en face des indélicatesses politiques. Il n'y a rien à voir avec un conflit ethnique entre les Bels et quelques autres ethnies que ce soit qui vivent sur la place de Douala et qui vivent sur la place de Douala bien plus que partout ailleurs. Il faut que les gens le sachent. Maître Doki, faute administrative, peut-être la même question, comment on consolide l'unité nationale pour éviter de tomber dans ce type de stéréotypes? Non, il n'y a pas de faute administrative. Il y a le respect des procédures. Lorsqu'une délibération a été adoptée au niveau de la communauté urbaine, elle ne peut pas être exécutée si elle n'est pas approuvée par le préfet du Voré. Et c'est après cela que le processus peut continuer. Je dois rappeler que le problème qui s'oppose en ce qui concerne Rudolf Douala Mangabel, et sans être historien, c'est mon frère qui l'est, c'est uniquement le fait que la famille royale Bel, à juste titre, estime que Rudolf Douala Mangabel doit être traité comme un héros national. Et pour cela, il faut impérativement qu'il y ait un texte. En ce qui concerne Oumyobé, vous avez vu qu'il a été réhabilité par une loi de réhabilitation du 16 décembre 1991, qui a réhabilité en même temps Amadou Ahidjo, Oumyobé, Félix Moumié et Ernest Ouandié.
C'est une loi. Donc à partir de cette loi, parce qu'ils ont été réhabilités et qu'ils sont connus comme des héros nationaux, eh bien, il n'y a aucun problème pour ériger des stèles en leur faveur. S'agissant encore de Rudolf Douala Mangabel, la famille Bell, je l'ai dit, exige qu'il soit traité comme un héros national. Ce n'est pas simplement de donner une dénomination, parce que la rue de Rudolf Douala Mangabel, autant que la rue Oumniobé, existe déjà. Mais il s'agit, n'est-ce pas, de respecter les procédures. Et la communauté urbaine, à l'époque déjà, donc, avait pensé qu'il fallait le faire, mais s'est heurté à la tutelle administrative. Dans le respect des procédures, il faut attendre la recherche, n'est-ce pas, de ces textes, ou alors l'événement que nous venons de vivre permettra peut-être à la haute hiérarchie de comprendre qu'il y a d'autres héros nationaux qu'il faut réhabiliter. Non, il y a d'autres héros qui existent avant. Il y a d'autres héros qui ont besoin d'avoir toute leur place dans notre République. Et que dès lors qu'ils ont besoin d'avoir leur place dans toute la République, eh bien, leurs familles, les populations ont tout à fait le droit de revendiquer. Parce que mon souci n'est pas la revendication. Je dis, le peuple belge a le droit de revendiquer. Il ne s'est peut-être pas suffisamment fait entendre, mais moi je dis, encore une fois, nous ne devons pas mettre de l'huile sur le feu. Je ne vois pas un problème majeur. Il y a une incompréhension qui va être réglée, mais il n'y a pas de problème en tant que tel. Donc il ne faut pas que les tribalistes, permettez que je termine, que les tribalistes prennent cela comme une quelconque provocation pour dire que, eh bien, nous déclarons la guerre à tel ou à tel. Non. Le Cameroun a déjà beaucoup de problèmes en ce moment qu'il faut gérer, des problèmes d'une extrême gravité pour que ce genre de petits incidents soit traité comme un problème grave. Donc l'objectif d'éclairage, justement, c'est pour ça que l'on a inscrit en dernière minute cette problématique à l'ordre du jour de cette émission pour que nul n'en ignore. Je peux dire un petit détail. Rapidement, on va chuter pour engager le véritable débat. Je crois que si les gens comprennent très bien, moi je reviens sur le fait qu'il y a eu effectivement une faute administrative. Mais une faute administrative n'est pas forcément intentionnelle. La rue Rudolf Douala Mangabel n'a pas attendu qu'il y ait une loi de réhabilitation. On peut avoir réhabilité effectivement les Oumniobé et autres. Pourquoi? Pourquoi le législateur ou le gouvernement a trouvé une bonne raison de le faire? Parce que les Oumniobé et les autres ont été traités par des gouvernements précédents comme des antipatriotes, comme des maquisards, comme des gens qui étaient dressés contre la République. D'où la nécessité de réparer de façon juridique et politique cette entorse à l'histoire. Ils n'étaient pas des maquisards ou des gens qui combattaient contre la République. D'où la nécessité. Or, l'histoire de Rudolf Douala Mangabel ne le met pas en porte-à-faux par aucun gouvernement depuis l'avènement des gouvernements nationaux jusqu'à aujourd'hui en porte-à-faux contre la République. Donc moi je crois que le préfet qui a pris cette disposition de rejeter cette délibération ou de ne pas l'approuver a créé les conditions de blocage du fonctionnement harmonieux de la communauté urbaine. Et maintenant je parle en tant que membre des collectivités territoriales. Il faut que les gens le sachent. Beaucoup de préfets sont à l'origine des difficultés de fonctionnement des collectivités territoriales par la prise des décisions qui, en fin de compte, quand on les examine, ne relèvent que de la fantaisie ou de leur propre humeur. On n'a pas besoin d'une loi de réhabilitation. Et quand Maître Ndoki dit que la situation est en cours de règlement, je me réjouis d'apprendre cela. Mais de quel règlement s'agit-il? Le gouvernement vous a dit qu'il va convoquer le Parlement pour avoir une loi de réhabilitation de Rudolf Mangabel. Moi, je pense que le Premier ministre, parce que la procédure, en dernier ressort, en refaire au chef de l'État. Moi, je pense que cette affaire, pour calmer tout le monde, premièrement, la procédure de construction du monument de Oumniobé doit se poursuivre, parce que telle est la volonté des élus de la ville de Douala, à travers la délibération que Maître Ndoki a évoquée. Mais ici, que le chef de l'État, le Premier ministre,
éventuellement, donne des instructions fermes pour que parallèlement à la construction du monument de Oumyobé, eh bien, que la communauté belge soit ramenée à de meilleurs sentiments pour que le chef Rudolf Douala Mangabel soit aussi honoré au même titre que les autres. C'est comme cela que moi je crois qu'il faut traiter cette affaire. Voilà. Je suis d'accord que le chef Rudolf Mangabel soit honoré. Je suis d'accord. C'est vrai que le chef, n'est-ce pas, demande que ce soit fait. Mais je pense qu'avant qu'il soit écouté, il doit d'abord réparer le tort qu'il a causé. Parce que ça, c'est le mauvais message qu'il envoie. Tout à l'heure, on a parlé du problème du Cameroun. C'est parce que les gens prennent la loi entre les mains pour faire de n'importe quoi. Et lorsque ça devient incontrôlable, tout le monde se plaint. Il faut qu'il répare d'abord ça, avant qu'on commence à parler. Parce qu'il ne peut pas agir à l'égalité, on le laisse comme ça. Il faut d'abord qu'il soit reconstruit. Non, mon cher confrère, il ne faut pas attiser. Il ne faut pas attiser. Les gens empêchent la construction du boulevard Douala Yaoundé. Il faut laisser. Non, bon, on les a poursuivis. Non, c'est pas normal, on les a poursuivis. On doit faire. Oui, on doit les poursuivre. Commencez donc par poursuivre ceux qui permettez, mettre à chaud. C'est un mauvais exemple. Je suis d'accord avec vous. Mais la sanction ne va pas commencer ici, alors que tous les jours, les responsables du cadastre sont empêchés. Ce n'était pas une thématique inscrite à l'ordre du jour. La sanction n'était pas inscrite à l'ordre du jour. On avait surtout besoin d'éclairage. Permettez-moi une seconde. Permettez-moi de dire... Maître Ndoki, permettez que je modère ce programme. L'objectif était tout à fait simple. Il ne s'agissait pas de mettre de l'huile sur le feu. Il s'agit d'apporter un éclairage pour que les Camerounais comprennent davantage l'urgence et l'importance de maintenir l'unité de notre pays au-delà des stéréotypes. Vraiment, on va sortir de ce débat et on espère que les pouvoirs publics vont prendre leurs responsabilités en main pour que nous continuions à consolider l'unité et la paix dans notre pays, parce que tous les Camerounais tiennent vraiment à cette unité-là. J'aimerais qu'on prenne rapidement la toute première thématique. On parle justement de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui s'est fait remonter les bretelles par le jeune Belin Bela. La presse en a fait écho. Je voudrais peut-être commencer par vous, Abel Elimbi Lobé. Peut-on véritablement parler d'incident diplomatique? Je pense que les turiféraires du régime, une fois de plus, nous emmènent dans des voies qui nous détournent de l'essentiel. Les États-Unis, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce n'est pas un pays ami. Est-ce que les États-Unis ne sont plus un pays ami du Cameroun? Les États-Unis sont donc un pays ami du Cameroun. Ils viennent d'ailleurs de nous donner des avions là pour combattre Boko Haram. Et nous n'avons pas refusé. Et nous avons de bonnes raisons d'accepter. C'est un pays ami. Et lorsque des gens sont amis, ils se donnent des conseils. Et ils se disent la vérité. Il n'y a que des mauvais amis qui ne donnent pas de conseils à leurs amis. Donc, lorsque l'ambassadeur des États-Unis pense que les États-Unis doivent donner un conseil au Cameroun, je ne vois pas pourquoi un groupe d'individus se lève pour organiser une fois de plus une levée de bouclier, un tintamarre national sur la souveraineté. Pour qu'on commence à discuter non plus sur le conseil et sa pertinence, mais sur la souveraineté. Parce que si on veut nous amener à discuter sur la souveraineté... Ce jeudi au Cameroun, c'est le sujet. Qui parlent là sont convaincus du fond de leur cœur que nous sommes souverains? Qui? Vous êtes souverain quand vous courez partout à travers le monde, demandez de l'aide financière à gauche et à droite. Vous êtes souverain quand vous devez obéir aux injonctions du Fonds monétaire international. Vous êtes souverain quand les autres décident au Conseil de sécurité sans vous. Le problème n'est donc pas là. Le problème est que dans ce pays, il y a des gens qui pensent que la défense du Cameroun, ils confondent ça avec la défense de leurs intérêts du moment. Et quand ils voient leur intérêt du moment mis en danger d'une manière ou d'une autre, ils créent ce type de tintamarre. La survie du président Biya au pouvoir ne dépend pas des États-Unis. L'ambassadeur américain ne l'a pas dit. La survie du président Biya au pouvoir à 85 ans dépend d'abord de Dieu.
ensuite des Camerounais. Pourquoi on veut nous distraire? Moi, j'appelle tous les électeurs du changement à ne pas être distraits par ce type d'épiphénomène et à nous concentrer sur l'essentiel. Les élections auront lieu. Rien n'empêchera les élections. Tous ceux qui travaillent à l'étranger pour obtenir que les élections n'aient pas lieu au prétexte que dans 2 régions du pays, il y a l'insécurité, ils se trompent. Ils n'ont qu'à voir l'histoire du monde. Partout où il y a eu des mouvements sécessionnistes, 1, l'État a gagné. 2, les élections ont toujours eu lieu. 40 ans de guerre civile en Casamance au Sénégal n'ont pas empêché qu'il y ait des élections au Sénégal. Plus de 40 ans de guerre en Sahara occidental, ça n'a pas empêché le Maroc de vivre comme un État et de continuer à faire ses élections, changer de Premier ministre, etc. De 20-30 ans de guerre au Cabinda, ça n'a pas empêché l'Angola de fonctionner. La guerre du Cachemire indien, les séparatistes cachemiriens ne sont pas assis sur une table de discussion avec l'État indien. On les a matés dans le feu. Les sécessionnistes irlandais n'ont jamais discuté de la sécession avec le royaume britannique. On les a pourchassés. C'est de ça qu'il s'agit. Les sécessionnistes camerounais seront pourchassés parce que nous n'admettons pas la discussion politique sur la base de la décomposition de l'État du Cameroun. Il n'y a pas de discussion sur la décomposition de l'État du Cameroun. Et le président l'a dit, il a bien fait. Pour ça là, je suis de ceux qui le supportent. Et je dis, au moment où un discours fédéraliste, qui en réalité, quand vous l'écoutez, recèle de dangers terribles, ressemble extrêmement à une porte que nous sommes en train d'ouvrir sur la fragmentation du pays, au moment où ce discours prend corps, s'intensifie, s'amplifie, il est urgent qu'un front républicain qui veut défendre l'État unitaire décentralisé se mette en place. Les élections qui vont avoir lieu auront valeur de référendum. Pour que ceux d'entre nous qui prônent le retour 46 ans en arrière, dans des conditions d'incertitude totale. Certains parlent du fédéralisme à 2 États, d'autres parlent du fédéralisme à 4 États, d'autres parlent du fédéralisme sur la base régionale à 10 États, d'autres parlent du fédéralisme sur la base des entités autochtones, etc., etc. On ne sait même plus de quel fédéralisme les gens nous parlent. Eh bien, nous devons nous organiser pour que nous qui voulons la préservation de l'héritage des pères fondateurs qui ont amené le fédéralisme, ce n'est pas la colonisation qui a amené le fédéralisme. C'est Mouna, c'est Foncha, c'est Aïdjo et leurs collaborateurs qui nous ont fait aller dans le fédéralisme. Comme premier pas dans la reconstitution de l'État unitaire que nous étions avant. Nous étions des peuples unis. Il n'y avait pas d'État. L'État, c'est eux qui l'ont créé. Ils créent ça sous la forme fédérale. Ça dure 11 ans. Et eux-mêmes font le constat qu'il faut avancer. Parce que la forme fédérale n'était pas la meilleure. S'ils avaient vu dans la forme fédérale la forme achevée de l'État qu'ils souhaitaient, ils n'auraient pas organisé le progrès vers l'État unitaire. Maintenant, les révisionnistes, ceux qui veulent enlever de clair, parce que il est la colonisation, ils veulent relire Foncha, ils veulent démontrer comment Foncha était, on l'a roulé. Vous pouviez rouler Foncha? Vous, qui de tous ceux qui parlent là, pouvaient s'asseoir sur une table et discuter avec Foncha? Les Foncha et les Mouna, c'était des hommes puissants. Puissants. Puissants même culturellement, vous comprenez ce que je veux dire. Ils étaient régulièrement élus. Ils avaient et la charge politique et la charge culturelle. C'est de Foncha que vous parlez, vous dites qu'on l'a roulé. Ceux qui disent ça ne connaissent pas l'histoire. Et ils croient que les choses des nations se traitent simplement. Un État a besoin de bases solides. Les États-Unis sont plus anciens que nous. Personne ne se lève là-bas pour remettre en cause la forme de l'État. Et en attendant, je demande à tous ceux qui spéculent de nous donner l'exemple d'un État au monde qui avait cette forme-ci un jour, qui a pris une autre forme un autre jour, et qui est revenu sur l'ancienne forme un autre jour. Parce que si nous faisons cela, eh bien, demain, d'autres personnes vont se lever pour demander qu'on change encore la forme pour devenir royaume. Et puis un autre jour, d'autres personnes vont encore se lever
etc. Nous serons probablement le seul État au monde qui change de base éternellement. Maître Doki, sur cette question, est-ce qu'on peut penser ou croire ou dire simplement qu'il y a eu violation du droit de réserve? Je ne vais pas partager tout à fait le point de vue de mon frère à ma droite. Je pense que si je suis d'avis que les États-Unis sont un pays ami, je dois dire que ce qui est reproché à l'ambassadeur, ce n'est pas d'avoir donné un conseil au président de la République, parce qu'un ami a le droit de donner un conseil, mais c'est de divulguer le contenu de sa conversation avec le chef de l'État. Et si le ministre des Relations extérieures, le ministre le jeune Bélan Béla, l'a rappelé à l'ordre, c'est parce qu'il s'agit là d'une violation, n'est-ce pas, des canons diplomatiques. Il pouvait très bien donner n'importe quel conseil, mais il n'avait pas le droit de divulguer cela à la presse. Mais en ce qui me concerne, c'est un problème mineur. Nous ne pouvons pas entrer en conflit avec les Américains, pour si peu. Pour si peu, parce que comme l'a dit Elim Bilobé tout à l'heure, ce ne sont pas les Américains qui viendront élire un président de la République. Et je crois que notre chef de l'État a lui-même donné une réponse à cette problématique. Ne Dieu pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et il a dit à un autre chef d'État qui lui avait donné un conseil du même ordre. Il s'agissait du président Hollande. Souvenez-vous. Par ailleurs, je dois dire que dans l'histoire du monde, et s'agissant particulièrement des Américains qui veulent gérer le monde à leur façon, et surtout l'actuel président des États-Unis, qui ne laisse rien passer et qui pense que il est revenu à une époque où la parole des États-Unis est